Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous revoir. Avant qu'on commence, je voudrais juste dire que chez nous, on a été très sensible à la situation particulièrement difficile, comme toujours, des personnes handicapées dans cette année qui vient de s'écouler. On espère qu'on est en train d'en sortir. On l'espère vraiment tous. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les personnes handicapées ont vécu la double peine, puisque quand il y a des contraintes, c'est toujours encore plus dur pour eux. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que je voudrais ouvrir cette session qui est très centrée sur l'action, puisque c'est le temps de l'action dans lequel nous sommes. On va regarder, il y a quelques très bonnes nouvelles, et puis on ne serait jamais arrivé là sans vous tous. Donc merci au départ d'avoir été là, et puis merci tout au long de nous avoir accompagnés pour qu'on puisse avancer. Donc la coalition, elle s'est renforcée, mais je ne vais pas faire le side by side. Je continue à remercier particulièrement les partenaires fondateurs, parce que vraiment, sans ça, nous ne serions pas là. On serait qu'un vœu pieux, mais on n'aurait rien pu faire. Donc merci à Clésia, la GFIP, le CCH, Wavestone, parce que grâce à eux, tout ce qu'on s'est dit il y a maintenant 2 ans devient réalité. Merci à tous les partenaires, en particulier les partenaires actions, c'est-à-dire ceux qui sont directement engagés sur les actions dont on va parler. Voilà, donc on est une belle coalition d'une centaine d'organisations. On va continuer à grandir, mais on a un bon point de départ. Alors, je rappelle juste rapidement comment ça se passe en 3 phases, mais ça, vous le savez par cœur. On a fait une consultation, ensuite on a bossé pendant 1 an pour identifier des actions, et ces actions, on les met en œuvre. Et aujourd'hui, on est là pour vous raconter exactement où on en est, pratiquement, que vous puissiez mesurer l'avancée des actions, mesurer aussi peut-être ce que vous pouvez y faire si vous souhaitez vous engager sur telle ou telle action. Et puis au-delà de ça, vous entendre si nous, on peut vous aider, indépendamment des actions. On en parlera en fin de séance, mais une grande cause, c'est certes les actions, mais au-delà de ça, c'est aussi une communauté, et on considère qu'on est là pour vous aider dans les difficultés que vous pouvez avoir. On sera pas magicien, mais en tout cas, on sera le plus engagé possible à vos côtés. 2 petites choses, 2 petits spoilers, comme on dit, je ne sais plus, divulgacher en bon français. La première, c'est qu'on a des nouvelles actions qui sont arrivées. Donc, hashtag gendarmerie, on en parlera dans pas longtemps. Et puis, également, il y a des actions qui prennent une ampleur très différente, notamment entreprises sur les aidants. On va trouver le moyen d'aller chercher non pas quelques milliers d'entreprises, mais quelques dizaines de milliers d'entreprises, ce qui est vraiment change tout. Voilà, fini pour le teaser, fini pour cette intro, et je suis très heureux de passer la parole à Fabien de Wavestone, qui est très, très engagé sur ces actions depuis le début. Donc déjà, merci Fabien, et à toi de nous raconter un petit peu où on en est. Et bonjour à tous. Je suis très heureux de tous vous avoir réunis là pour poursuivre le développement de notre grande cause. Pour rappel, le plan d'action avait été annoncé en novembre 2020. Ça fait donc désormais un peu plus de 6 mois qu'on est sur la réalisation, sur l'opérationnel. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de partager nos avancées et les perspectives pour chaque action. Donc on a fait le choix de faire parler les porteurs d'actions partenaires au maximum, sauf ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Je tiens tous à les remercier, les intervenants, pour leur participation aujourd'hui, mais surtout pour leur engagement. Et évidemment, aucune de ces actions ne serait possible sans eux. Alors, concrètement, aujourd'hui, le programme de la grande cause, une vraie place pour les personnes handicapées, c'est 12 actions assez diverses, puisque ça va du déploiement national d'actions existantes sur lequel on donne une aide effectivement à l'essaimage, et des actions qui sont de la conception totale, type concevoir une BD qui va permettre d'influencer des parents d'élèves sur leur vision de l'école inclusive. Donc on a vraiment un panel très divers et très intéressant. Donc il y a 5 actions qui sont de l'innovation, pour lesquelles on est encore en phase de conception. Forcément, elle est un peu plus longue.
Et puis à l'opposé, on a 3 actions qui sont effectivement du développement national de services existants. Donc on se fait plaisir avec des enjeux et des problématiques de gestion de projet très diverses d'un sujet à l'autre. Voilà. Pour rappel aussi, la grande cause handicap est structurée autour de 4 axes. Le premier, ça consiste à développer l'accessibilité via des actions directes sur les ERP, mais également pour aider à développer des usages sur la mobilité, sur l'accessibilité autour des actions ERP sans surprise, rue sans surprise. Ensuite, on a un deuxième axe important, très important pour nous, puisque c'est quand même le début d'une inclusion totale, c'est l'emploi. Donc, on a 2 actions, l'une pour sensibiliser et faciliter l'inclusion dans les TPE, PME, et la seconde qui va favoriser un processus de recrutement plus adapté aux personnes en situation de handicap. Donc là, on travaille avec Le Bon Coin. Enfin, toutes les actions de sensibilisation. Alors évidemment, il y a le sujet de l'école inclusive qu'on a appelé Ensemble à l'école, mais il y a aussi quelque part e-learning accessibilité qui va sensibiliser tous les personnels des musées. Donc 2 grands axes sur la sensibilisation. Et puis enfin, les aidants qui ont un rôle clé dans l'univers effectivement du handicap. Et donc l'idée, c'est de les aider en les guidant et en valorisant leur expérience. Donc, grosso modo, les premiers lancements se préparent à l'automne. Hein, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de la présentation. L'automne sera très fructueux. Ce n'est pas vraiment classique, mais de nos jours, il n'y a plus vraiment de saison, donc ça colle. Voilà pour les grandes lignes de la cause handicap. Donc, pour commencer, on va commencer par l'action certainement la plus innovante et très complexe, mais passionnante, qui est donc Ensemble à l'école, que nous menons avec la FCPE. Et l'idée, c'est effectivement de sensibiliser 150 000 parents d'élèves au handicap et aux bénéfices de l'école inclusive, afin que les mobilisations contre l'intégration d'un enfant dans une classe se réduisent à peau de chagrin et que les enfants inclus puissent rester à l'école sans que personne ne s'y oppose. Voilà, je passe la parole à Isabelle qui va nous raconter un petit peu comment on en est arrivé à cette idée de BD et quelles sont nos perspectives. À toi, Isabelle. Oui, merci Fabien. Bonjour à toutes et tous. Et en préambule, un énorme merci à toutes et tous pour toutes ces belles actions que nous allons tous mettre en œuvre. Alors, je vais essayer d'être synthétique, d'être directe et de ne pas être trop bavarde. On est tous là autour de ces écrans pour une société plus inclusive et pour nous, la FCPE, donc oui, je suis administratrice à la FCPE, je ne sais plus si je l'ai dit, donc la Fédération des conseils de parents d'élèves, et pour nous, l'école, c'est notre cœur de sujet, et donc l'inclusion est extrêmement importante. Donc l'inclusion, on en parle beaucoup, mais en réalité, à l'école, c'est un peu comme dans notre société, c'est pas encore au top. Il y a encore beaucoup d'a priori, et donc notre mission que nous avons tous acceptée sur ce projet-là, c'est de sensibiliser 150 000 parents qui ne sont pas touchés par le handicap, parce que pour faire une société inclusive, il faut comprendre ce que c'est que le handicap, comprendre que c'est en pensant cette société, donc cette école pour les plus fragiles, c'est au bénéfice de tous, de tout le monde. Donc, sensibiliser 150 000 parents, il nous semble bien évidemment important et les enfants vont être les ambassadeurs de ce projet. Donc, nous avons, excusez-moi, ce n'est pas un exercice très facile, en plus je commence, donc notre cœur de cible, c'est les enfants, et le but est de leur donner les moyens de créer le dialogue autour du handicap avec leurs parents et donc leur famille, leurs frères, leurs sœurs. Donc, nous nous sommes basés sur une cible de C2, CM2 qui fait 8
8, 11, 12 ans, parce que bien évidemment, on ne peut pas étendre, on ne peut pas de handicap de la même façon à un enfant de maternelle qu'à un lycéen, à un ado. Donc, on s'est basé sur cette cible-là, 8, 11, 12 ans. Et nous avons trouvé le moyen d'une BD, une BD interactive. Alors, pourquoi une BD? Une BD, c'est ludique. Une BD, c'est des images et du texte. Donc, les images sont parlantes pour tout le monde. C'est aussi abolir un petit peu ces barrières de la langue, parce qu'il y a aussi des parents qui ne parlent pas français. Donc, abolir ces barrières de la langue, abolir les problèmes de lecture que certains parents rencontrent de nos jours encore. Et donc une BD interactive, puisqu'on est parti sur un peu le principe, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être pu lire dans votre jeunesse les livres dont vous êtes le héros. C'est des livres où l'enfant, en fonction des questions et des réponses qu'il fait, il passe un chapitre à un autre et en fait, il construit sa propre histoire au gré de ses réponses. Et donc, cette BD, serait le moyen de s'interroger justement sur qu'est-ce que le handicap et comment inclure tous les élèves et tous les enfants dans cette école qui doit fédérer tout le monde et où tout le monde doit avoir les mêmes chances et du coup en profiter pour instaurer un dialogue avec ses parents et sa famille. Et c'est donc au gré de cette petite BD, des questions, que l'enfant va aller poser des questions à son parent. Et toi, au travail, comment ça se passe? Parce que nous, à l'école, voilà, enfin voilà, c'est une mise en situation donc pour créer ce dialogue. Au niveau de la fratrie, voilà, donc nous en sommes actuellement, et je finirai là-dessus, comme à peu près tout le monde, en recherche de financement. Et ces financements et de partenaires, ces financements vont bien évidemment comment dire, nous permettre ou de partir sur une seule BD ou dans l'idéal, nous envisageons une BD donc sur une année, une BD par trimestre. Voilà, avec la dernière BD qui serait plus pour les vacances, une BD qui résumerait un peu tout ça et sous forme ludique avec des jeux. Voilà, j'ai fait 4 minutes, un petit peu plus de 4 minutes. J'espère avoir été claire. Voilà, Fabien. Très bien, Isabelle, merci beaucoup. Juste peut-être préciser qu'on est en discussion actuellement avec Bayard pour devenir partenaire sur cette action. Ce n'est pas encore finalisé, mais on avance de ce point de vue-là. Voilà. Deuxième action, là aussi de la sensibilisation, mais également du call to action, du passage à l'action, pour rester en français. Donc l'action e-learning accessibilité, dont la vocation, c'est de former 80% des personnels des 2000 musées français à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Plus largement, effectivement, ça forme l'ensemble des métiers des musées à ce qu'est un programme de mise en accessibilité. Voilà, donc là, on va avoir deux intervenants. C'est une action qui est en plein cœur de conception, qui nous prend beaucoup de temps, qui est passionnante, qui mobilise beaucoup de partenaires, qu'on a choisi de faire parler Nicolas Carati, donc chargé d'accessibilité au musée d'Aquitaine, qui va nous faire un petit topo sur comment les musées vivent la mise en accessibilité et en quoi cette formation peut avoir un apport. Et ensuite, Annette Masson, présidente de Tourisme et Handicap, qui porte l'action, qui va nous faire un petit point d'avancement sur la création de cette formation. Voilà. À toi, Nicolas. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci. Voilà, l'idée du projet, c'est effectivement un constat. L'accessibilité, c'est encore parfois un petit peu un concept dans les musées. Et même si énormément d'actions se mettent en place dans divers établissements en France, il y a toujours un besoin de plus et surtout un besoin et un manque de formation assez flagrant. E-learning accessibilité a cette particularité, c'est qu'on a envisagé d'intégrer à la formation tous les niveaux du musée, toutes les équipes du musée. Souvent, on s'arrête à l'agent d'accueil, au responsable sécurité, aux gens de la médiation, comme moi, et on va rarement au-delà. Et on a tort, puisque on
se dit que de plus en plus, effectivement, il faut envisager un parcours global et une possibilité globale de formation pour les différents interlocuteurs qui sont amenés à travailler au sein de ces structures. Moi, je travaille donc au musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui est un musée d'histoire, d'ethno et d'archéo, qui est un musée assez conséquent, une 60-70 agents à peu près, des corps de métiers ultra diversifiés, de la technique, surveillance, accueil, nettoyage, conservation, secrétariat, etc., comme bien évidemment. Donc tous ces mondes-là ont une certaine perception du handicap, mais le côtoient pas forcément, et dans leur corps de métier, ne savent pas toujours ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils devraient faire peut-être en fonction de leur connaissance et de leur pratique. Donc voilà, e-learning accessibilité, c'est un gros avantage puisque, Annette en parlera, mais c'est plein de petits modules que les gens vont pouvoir faire un peu comme ils le souhaitent, en étant accompagnés bien évidemment, en ayant des phases d'échange et pas bloquer aussi des fois des demi-journées de formation. Pour illustrer un peu ce propos et ce besoin de comprendre l'intérêt de former la globalité des personnels, je vais relater deux petites expériences. Une expérience d'un groupe venant d'un IMP, Institut médico-physique, professionnel, pardon, qui vient au musée. Et un enfant qui ne se sent pas forcément à l'aise avec le musée arrive tout enfermé dans une capuche, dans un grand sweat à capuche version ado à l'heure actuelle. Et il se trouve qu'un de nos agents d'accueil trouve que c'est incorrect. Donc, il fait une réflexion par rapport à sa manière de s'habiller, de se vêtir, de se comporter. Et ça déclenche chez cet enfant un blocage qu'il nous faudra combattre pendant environ une demi-année pour arriver à faire revenir voilà, cette personne qui souhaitait juste un petit peu se protéger de ce lieu qui est parfois un petit peu impressionnant et intriguant, voire inquiétant, pour s'y sentir mieux. Autre petit exemple, vous sensibilisez vos équipes de scénographie. Donc, on fabrique des mobiliers adaptés, bonne hauteur, tout ça va bien. Et puis paf, pour des raisons d'esthétique, on vous colle les cartels par terre. Le cartel, c'est le support sur lequel on donne des informations. Et je vous promets que même quand vous voyez bien, s'il est collé par terre, ce n'est pas tout à fait idéal. Quand vous êtes en fauteuil, ça l'est encore moins. Et quand vous avez des difficultés de vision, ça devient totalement catastrophique. Pareil, vos chargés de com envoient des cartons d'invitation, mais envoient une image, ce qui pour un non-voyant est totalement illisible. Et là aussi, si vous avez fait un très gros effort de sensibilisation auprès d'associations de déficients visuels, une partie de votre impact et de votre action est perdue parce que vous allez contacter ces gens par un biais qui ne leur correspond pas et par lequel vous les mettez totalement en situation d'échec. Donc tout ça, ça ressort petit à petit au fur et à mesure de nos séances de travail. Ce qui ressort aussi, et ça c'est aussi mon expérience, c'est qu'il faut vraiment associer son tissu local associatif à toutes vos démarches et à toutes vos réflexions, parce que c'est eux qui savent, c'est eux les sachants, c'est pas nous, et ce sont eux qui sont en mesure d'exprimer leurs besoins, leurs envies, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et donc, il faut s'octroyer des temps d'échange et d'information mutuelle tout au long des projets et tout au long de l'année. Et puis, lors de nos échanges avec Fabien, on m'a demandé de faire un petit retour là-dessus. Les musées, quand on se lance, on a souvent de fortes ambitions, puis de très grosses envies. Donc, on acquiert parfois des matériels technologiques un peu compliqués à gérer. Moi, au sein de la maison, ici, on a acquis une imprimante 3D, qui est un très bel outil, parce que bien évidemment, ça permet de faire des copies d'œuvres à assez bas coût. Ça permet de produire tout un tas de choses non fragiles, de faire des plans, de faire des cartes, de faire énormément de choses. Mais c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir parce que c'est assez onéreux.
Il faut des personnels formés et donc à minima 2, 3 personnes au sein d'un établissement, ça serait l'idéal. Comme ça, s'il y en a un qui lâche l'aventure en cours de route ou qui est affecté sur d'autres missions, ben, ça permet de la continuer sans trop de difficultés. Et au final, quand on a acquis ce matériel, on s'aperçoit que sur une année, son niveau d'usage est quand même assez faible. C'est 15, 20, allez, 25 jours maximum dans une année. Sur 365, ce n'est pas beaucoup. Et ce qu'on se disait avec Fabien, c'est que effectivement, une mise en réseau sur des territoires, parce que comme Bordeaux, il y a 8-10 musées qui sont sur, allez, je sais pas, 10 km² peut-être, hein, peut-être un peu plus, mais donc sur des territoires très proches. Donc, cet outil pourrait tout à fait être beaucoup plus utilisé par d'autres sur les moments où nous, on ne l'utilise pas. Et on aurait une efficacité optimum, des coûts moindres et une amélioration de l'accessibilité, ce qui est toujours un vaste combat dans le monde de la culture encore, qui progresserait très clairement grâce à un usage un petit peu amélioré et partagé de ce très bel outil. Je vais terminer là-dessus parce que mon temps de parole est terminé. Je vous remercie et s'il y a des questions, je répondrai à la fin de la présentation. Passons la parole maintenant à Annette qui concrètement va nous dire comment on avance sur la production et quelles sont nos prochaines étapes. Merci, bonjour à tous. Alors, en ce qui nous concerne, l'ambition est évidemment l'accès à la culture à tous, comme l'a dit précédemment Nicolas. Et donc, avec make.org, Cross Knowledge, Action Handicap France, Tourisme et Handicap et un certain nombre de musées qui nous accompagnent, l'objectif est de faire un e-learning, on va dire de sensibilisation à l'ensemble des métiers de la culture. Nous n'avons pas voulu un e-learning qui traite uniquement par type de handicap, mais qui inclut tous les métiers. Parce que rendre un musée accessible, c'est parfait, mais faut-il encore que la prestation culturelle soit elle-même accessible. Donc, il y a eu la création, l'objectif de 8 modules, 2 modules de sensibilisation générale qui sont déjà prêts. Ensuite, il y a 6 modules de métiers. Et ces modules métiers, bon, 4 sont quasiment terminés, il en reste encore 2 à faire. L'objectif dans cette vidéo, c'est qu'elle soit quand même interactive, ce e-learning, avec des vidéos, avec des quiz, et cela permettra ainsi à chaque métier dans un musée d'être sensibilisé, mais aussi de savoir ce qu'il doit faire par rapport à son métier. Donc, ça peut être évidemment les agents d'accueil, mais aussi les agents de sécurité, les guides, les gens de médiation, enfin, etc. Toujours est-il que l'objectif de ce e-learning, c'est bien entendu des modules prêts bientôt qui seront en démonstration auprès d'un certain nombre de musées partenaires qui vont nous permettre de les mettre, on va dire, de les finaliser. Et ensuite, à l'automne, de pouvoir évidemment tester cet ensemble de modules. L'objectif de e-learning, pour nous, en tout cas, Tourisme et Handicap, c'est de donner l'envie d'aller le plus loin possible et peut-être aussi, comme le disait Nicolas, de suivre des formations complémentaires. Nous sommes bien dans la sensibilisation de base. Et en ce qui nous concerne, évidemment, que les musées aillent vers la labellisation de la marque d'État Tourisme et Handicap. Voilà l'objectif défini et qui aujourd'hui est bien avancé puisque nous pensons être prêts courant de l'automne. Fabien, je te laisse la parole. Oui, là, il y a un contenu de la formation qui passe effectivement avec les modules, les activités interactives qui vont être mises en place et différentes vidéos qui seront réalisées cet été. Très bien, donc cette action effectivement demande beaucoup d'investissement. On conçoit des formations et là on est en train de lancer le travail de sélection des partenaires de production qui vont nous faire des contenus
vraiment sur mesure dans les musées avec de l'émulation entre musées. Voilà. Donc, on vous avait teasé une nouvelle action. C'est l'action effectivement de la gendarmerie qui vise à adapter les procédures de la gendarmerie et ensuite à former 50 000 gendarmes territoriaux à l'accueil et à l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, un très beau projet qui ressemblera certainement en partie à celui qu'on vient d'expliquer, avec une partie introductive qui va être de concevoir, d'adapter les procédures de la gendarmerie aux différents types de handicap. Donc, le chef d'escadron marin, la chef d'escadron marin, pardon, va nous raconter tout ça. On est en train de monter le dossier. Donc, je lui passe la parole. Lieutenant, chef d'escadron marin, à vous. Merci beaucoup, Fabien. Bonjour à tous et à toutes. Et merci à MEC.org de nous fédérer autour de ce projet. Alors, effectivement, on n'en est pas aussi avancé que pour l'accessibilité dans les musées, mais on compte bien y arriver d'ici quelques mois. Alors, je vais vous présenter donc en 5 minutes notre projet sous les 3 angles suivants. Pourquoi, quoi et enfin avec qui. Alors, pourquoi la gendarmerie nationale s'engage dans cette démarche collaborative proposée par MEC.org autour de la grande cause du handicap? Eh bien, tout simplement parce que le cœur de notre action s'articule autour du parcours victime et de l'accès pour tous au service public qu'est la gendarmerie nationale. Or, si beaucoup de choses ont d'ores et déjà été faites et mises en place dans le cadre des violences intrafamiliales, dans le cadre de l'enfance, il n'y a pas, voire peu de choses pour les personnes en situation de handicap. Donc, actuellement, nous en sommes, comme l'a dit Fabien, dans la phase du montage de dossiers, plus spécifiquement dans l'appel de fonds. Et nous souhaitons poursuivre donc notre dynamique du aller vers en rencontrant des partenaires, des experts qui vont nous permettre de co-construire cette formation. Alors, en effet, notre ambition, c'est donc de créer un MOOC, une sorte de parcours de sensibilisation. On ne prétend pas être exhaustif, évidemment, sous forme d'un e-learning d'environ 3 heures qui sera accessible depuis notre plateforme de formation relatif à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Notre public cible dans un premier temps, c'est en effet environ 50 000 gendarmes départementaux, c'est-à-dire ceux qui sont répartis dans les 3200 brigades que compte la gendarmerie sur le territoire métropolitain et ultramarin. Donc à l'accueil et à l'accessibilité dans les cas d'usage courant de leur métier. Ça me permet d'aborder le deuxième point, le quoi. Quel est le périmètre métier que nous souhaitons traiter? Tout d'abord, au sein d'une unité de gendarmerie, on souhaite pouvoir accueillir une personne en situation de handicap dans de bonnes conditions, pouvoir dialoguer, interagir en tout état de cause avec elle. Le recueil de la parole de la victime ou d'un auteur d'ailleurs est déterminant et on met tout en place pour le favoriser à l'heure actuelle. Alors Fabien m'avait demandé de prendre quelques exemples, j'en ai un qui me vient en tête. On a rencontré la Fédération nationale des sourds de France, avec qui on s'apprête d'ailleurs à signer un partenariat, et ils nous expliquaient que certains d'entre eux, par exemple, n'osaient pas franchir un commissariat ou une brigade de gendarmerie parce que précisément, ils ne partageaient pas notre alphabet. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir traduire en facile à lire et à comprendre certaines procédures qui pourraient être adaptées à ces personnes sourdes et malentendantes. Ensuite, sur la voie publique ou dans le cadre d'opérations plus spécifiques, on souhaite contrôler une personne en situation de handicap, le cas échéant l'interpeller au domicile, hors domicile, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne atteinte de troubles mentaux. Et enfin, pouvoir interagir justement avec une personne en état de choc ou en état de crise pour la calmer et peut-être la sauver. Ce e-learning devra permettre donc une évaluation des acquis et une certification en fin de parcours qui attestera que X gendarmes donc, ont suivi cette formation qui sera donc obligatoire. Enfin, avec qui? C'est tout l'objet de notre démarche aujourd'hui. Les partenaires associés sont nombreux, évidemment, puisque si nous avons les idées pour co-construire ce projet,
il nous manque évidemment la connaissance du monde du handicap et pour cela, on a besoin d'être entouré de personnes compétentes, d'experts. Donc, on a déjà identifié un certain nombre, que ce soit des partenaires associatifs ou institutionnels. Mais voilà, la porte reste grande ouverte et on serait heureux de travailler et de fédérer autour de notre projet auquel on croit et auquel on est très heureux de participer. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Madame Marin. Oui, juste pour relayer, effectivement, donc on est en train de contacter différents partenaires dont vous êtes sûrement autour de la table pour travailler avec la gendarmerie. Donc, il nous faut effectivement de l'expertise sur différents types de handicap et pourquoi pas des sachants sur le thème de la relation entre les personnes en situation de handicap et les forces de l'ordre. Si certains ont fait des études, ont de la parole, en tout cas de la parole de l'usager à remonter, on est preneur. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous et on fera le lien avec Madame Marin. Alors, on change complètement de monde, quoique. Ils sont un peu invisibles, mais indispensables, les aidants. Donc, pour les aidants, on a 3 actions. On va vous parler de 2 actions aujourd'hui. Et je vais donc donner la parole à Aurélie Pierre-Léandre, directrice Vendéo, qui va nous présenter Entreprise pour les aidants, donc une action qui a vocation à sensibiliser et à mettre en place dans l'entreprise une politique pour mieux aider et valoriser les aidants. À toi, Aurélie. Bonjour. Merci Fabien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais effectivement vous donner d'abord peut-être quelques éléments de contexte. Donc Andéo, c'est une structure qui aujourd'hui rassemble 22 organisations du secteur du handicap et donc depuis une dizaine d'années, on travaille sur les questions en tout cas, on essaye de contribuer à l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. En fait, au quotidien, on traduit notre action via 2 métiers, de la recherche appliquée. Donc, on produit de la connaissance sur les besoins et attentes des personnes en situation de handicap. Et puis, on déploie aussi des démarches qualité spécifiques, des démarches Cap Andéo qui permettent d'améliorer la qualité du service rendu aux personnes dans différents secteurs d'activité, comme par exemple les transports, l'aide à domicile. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner à la fois les opérateurs dans la construction d'un service qui soit adapté et en même temps de permettre aux personnes handicapées de repérer, et quand je dis personnes handicapées, c'est vraiment au sens large, personnes en situation de fragilité, ça intègre bien sûr les proches aidants, de pouvoir repérer l'offre adaptée, compétente qui existe dans leur proximité. Il y a maintenant 2 ans, on a été mobilisé par Clésia sur le sujet plus spécifique des salariés aidants. Et donc, on a co-construit avec Clésia et à l'initiative de Clésia un label Cap Andéo qui s'appelle « Entreprise engagée auprès de ses salariés aidants » qu'on déploie depuis 1 an et demi. Et peut-être 2 chiffres pour illustrer le sujet des salariés aidants. Celui de l'adresse, qu'on a déjà beaucoup entendu, mais ce n'est pas grave, je le donne quand même. En 2030, un actif sur 4 sera proche aidant, donc sera en situation d'aide d'un proche handicapé, malade ou dépendant lié à l'âge, sur une dépendance liée à l'âge. Et un deuxième chiffre qui éclaire aussi le sujet, c'est un chiffre qui est issu d'une étude de la Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec Malakoff Humanis. 78% des aidants d'une personne âgée cacheraient cette situation à leur employeur de peur d'être stigmatisés. On est donc tous concernés par ce sujet-là et évidemment l'entreprise est une partie prenante de ce sujet-là. L'enjeu pour nous, c'est donc de pouvoir accompagner les entreprises, et quand je dis les entreprises, c'est vraiment là aussi au sens très large, tout secteur, tout statut, toute taille, dans la définition d'une politique et dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour reconnaître et soutenir les salariés aidants. En fait, en s'appuyant sur le référentiel de labellisation Cap Andéo, les entreprises sont guidées pour former les managers, informer les salariés, construire une offre qui soit adaptée. Mais dans le déploiement du label, on a identifié certains constats, comme le fait que les degrés de maturité des entreprises sur cette thématique sont assez variables, que les entreprises expriment des besoins d'appui importants avant de passer à l'action, déjà pour appréhender le sujet. Qu'est-ce qu'un proche aidant ?
mon entreprise est-elle concernée? Où trouver de l'information? Comment en parler dans l'entreprise tout en respectant une ligne éthique et déontologique. Et en particulier, on a constaté que les TPE-PME avaient des besoins particuliers, spécifiques, d'outillage et d'accompagnement. Au regard de ces éléments de contexte et de ces constats, avec l'appui de Make.org, on a décidé de bâtir un questionnaire de sensibilisation de premier niveau qui s'adresse à toutes les entreprises, mais qui cible plus spécifiquement les TPE-PME et qui est plus particulièrement adapté aux TPE-PME. Et ce questionnaire qu'on a construit, il s'appelle « Et si vos salariés étaient aussi aidants ?» Et il va permettre aux entreprises de s'interroger sur leur situation, d'avoir les clés pour pouvoir entamer la discussion dans l'entreprise sur ces sujets-là. Et en fait, grâce à ce questionnaire, et si vos salariés étaient aussi aidants, l'entreprise va bénéficier, au fil des questions, de recommandations, d'informations qui vont l'aider à prendre en compte les besoins et attentes des salariés en situation d'aide d'un proche et qui vont l'aider à identifier ses axes de progression, à se préparer à l'action au bénéfice des salariés. Ce questionnaire, il est déjà construit, il a été testé avec des entreprises au profil assez varié, des petites, des grandes, des secteurs d'activité différents, des organisations, des structurations différentes. Et on a été au bout là, de la phase de test qui nous a permis de procéder à quelques ajustements. Le questionnaire est donc en rampe de lancement, je dirais. Il va être lancé de façon imminente d'ici quelques semaines. C'est bien un outil de sensibilisation d'information et c'est un outil qu'on va diffuser évidemment de façon gratuite, qui sera accessible en ligne. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir toucher au moins 350 entreprises par an, je l'ai dit, en ciblant les TPE-PME, pour leur permettre de bénéficier de cet outillage de premier niveau et de pouvoir répondre à cet enjeu de société, de faire concrètement bouger les choses, bouger les lignes pour une meilleure articulation vie personnelle, vie professionnelle pour les aidants. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de cette action salarié aidant. Merci beaucoup Aurélie. Merci. On va enchaîner avec Ma boussole aidant. Donc là, c'est en dehors du monde du travail, mais c'est comment je donne à un aidant tous les éléments pour lui faciliter ses démarches. Virginie Guilagoutte va nous présenter cette action, donc la directrice générale de Ma boussole aidant. Merci beaucoup Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Make.org pour tout son appui dans le portage et l'appui à l'essaimage de nos initiatives. Ma boussole aidant, c'est quoi? C'est un parcours digital d'information et d'orientation des aidants qui poursuit l'ambition de recenser l'ensemble des offres, des solutions de proximité qu'un aidant peut activer pour lui-même et pour son proche en situation de handicap. La vocation, c'est de venir agréger l'ensemble des données qui montrent l'offre locale. C'est donc un travail de mise à disposition d'informations extrêmement épars. En termes de réalisation et d'avancement majeur, ce qui est très significatif pour Ma boussole aidant, c'est d'être passé d'un mode de fonctionnement expérimental à un mode de fonctionnement pérenne. Depuis novembre dernier, nous sommes devenus une société coopérative et depuis le mois de février 2021, nous sommes désormais 47 sociétaires à avoir rallier cette cause et cette intention de simplifier le parcours des aidants, qui est souvent un parcours du combattant, pour faire intervenir des intervenants à domicile ou au sein d'établissements pour aider leurs proches et pour également leur permettre de prendre du répit. Donc 47 sociétaires dans notre coopérative, dont évidemment l'Agir Carco, les grands groupes de protection sociale, mais aussi Make.org, tout un ensemble d'associations de plaidoyer et également des associations qui œuvrent en faveur des aidants
comme la Compagnie des aidants, le collectif Je t'aide, mais on a également l'APF à nos côtés. Aujourd'hui, on est fiers de vous annoncer que sur maboussoleaidant.fr, vous pouvez, tout aidant, quelle que soit la situation de son proche, et quelle que soit sa situation et quel que soit son lieu de vie, peut trouver en France métropolitaine des solutions de proximité, puisque nous référençons aujourd'hui 45 000 solutions sur tout le territoire national. Pour nous essaimer, nous travaillons de concert avec les territoires, puisque les ARS et les conseils départementaux sont chefs de file. Et donc, avec leur appui, nous nous essaimons pour recueillir toujours plus de données, toujours plus d'informations. Et donc, nous avançons très bien avec eux. Et puis, nous sommes également très heureux de vous annoncer que d'ici quelques jours, nous allons déployer le parcours handicap sur maboussoleaidant.fr et référencer 8000 nouvelles structures qui œuvrent dans le champ de l'appui, de l'accompagnement, notamment d'enfants en situation de handicap. Notre objectif à très court terme, vous l'avez compris, c'est toujours plus recenser pour toujours plus d'exhaustivité. Et on a un challenge. On vient d'ouvrir un espace professionnel pour autonomiser les structures, les gestionnaires de structures dans leur référencement. Ce parcours est ouvert depuis quelques semaines. Vous pourrez le retrouver sur la homepage de maboussoleaidant.fr. Et notre challenge, c'est de référencer tous les 30 jours 500 nouvelles structures qui interviennent. Donc, c'est à vous. Référencez-vous, faites savoir autour de vous que nous existons et qu'on a besoin en fait de tous pour porter à la connaissance des aidants ce qui existe à l'échelle des territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie. Donc on clôt le sujet des aidants. On va rentrer dans le thème de l'accessibilité. Alors, pour commencer sur l'accessibilité, je vous propose de donner la parole à Julia Zucker, donc chargée de mission à la direction ministérielle de l'accessibilité, pour nous introduire deux choses. Donc, le lancement du dispositif des ambassadeurs de l'accessibilité, dont on veut qu'il y en ait 1000 déployés, et puis une ouverture aussi sur le sujet de l'open data. À toi la parole, Julia. Merci Fabien, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais faire un petit point sur ces deux grands axes qui sont intrinsèquement liés et qui s'articulent autour d'une même dynamique plus générale, à savoir cette dynamique d'open data, d'ouverture des données qui est en place depuis une belle année, je dirais, mais avec un cadre légal qui existe depuis 2016. Cette dynamique, depuis un an ou deux, elle est impulsée par la loi d'orientation des mobilités qui impose aux différents acteurs l'ouverture des données et l'objectif côté établissement recevant du public, c'est de suivre cette dynamique afin de respecter une logique de cohérence de parcours et ce qu'on appelle éviter toute rupture dans la chaîne du déplacement, une notion qui est extrêmement importante pour une personne en situation de handicap. Voilà, donc cette open data est en train de s'organiser, se hiérarchiser, se standardiser, puisque quand il s'agit d'ouvrir les données, l'objectif premier, c'est de permettre une circulation et un partage de ces informations pour une optimisation de la diffusion de ces informations. Et pour cela, il y a besoin d'adopter un langage commun et on a en ce moment tout un travail de standardisation des informations en matière d'accessibilité des ERP. Et Accès Libre s'inscrit dans cette dynamique. Accès Libre, c'est une plateforme qui vient recenser les établissements recevant du public et apporter un premier niveau d'information sur l'accessibilité de ces ERP. Donc, on est avec un périmètre d'information limité, mais néanmoins extrêmement performant, puisqu'il s'agit de permettre aux personnes
en situation de handicap, d'anticiper leurs déplacements et d'obtenir les informations dont elles ont besoin pour pouvoir décider si elles peuvent ou non se rendre dans tel ou tel établissement et si elles peuvent s'y rendre, dans quelles conditions. Est-ce que c'est en totale autonomie ou pas? En tout cas, quels aient les moyens de pouvoir opérer un choix et d'organiser un déplacement comme n'importe qui, en fait. Voilà. Et Accès Libre, de fait, permet d'apporter ces informations, mais aussi créer les conditions d'une collecte qualitative en open data et facilite la réutilisation de ces informations afin justement de libérer un petit peu les énergies, de libérer et de favoriser des initiatives pour aller toujours plus loin dans de nouvelles offres de services en faveur de l'accessibilité des ERP et surtout de faire savoir quel est le niveau d'accessibilité de ces ERP. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est créer un commun numérique ouvert et on recherche une exhaustivité et après cette exhaustivité ou dans le même temps que cette exhaustivité, bien évidemment, une actualisation des informations qui sont proposées. C'est pourquoi on a fait le choix du collaboratif, puisque le stock de RP à aller chercher est extrêmement conséquent. Et si chacun travaille dans son coin, on n'y arrivera jamais. D'où cette open data, d'où le collaboratif, et que l'objectif, c'est de fédérer un maximum d'acteurs autour de ce projet de commun pour tendre vers cette... D'accord, excusez-moi, du coup j'ai lu en même temps que je parlais, je présente la DMA derrière, oui. Pour tendre vers un service d'information digne de ce nom. Voilà. Des informations saupoudrées sur l'ensemble du territoire, le saupoudrage ne suffit pas, il faut aller plus loin et réussir à massifier et densifier cette information. C'est un réel défi et pour y parvenir, il faut engager des actions de collecte. Un des leviers, parce qu'il s'agit d'un parmi tant d'autres, hein, c'est l'ensemble des acteurs qui pourront le faire, et ça j'insiste là-dessus. Un des leviers, c'est justement ces fameux ambassadeurs de l'accessibilité qui sont des jeunes en service civique, recrutés par des collectivités et dont la mission est de sensibiliser les petits commerçants, mais pas que, hein, c'est les ERP du quotidien, alors la boulangerie, le fleuriste, le restaurant, les bars, tout rouvre en plus, donc c'est parfait. Mais aussi les professions libérales, les professions médicales, bref, tout ce qui constitue ce vivier de lieux qui reçoit du public et qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Ces ambassadeurs iront au-devant de ces professionnels au sein des collectivités qui les recruteront pour les sensibiliser aux enjeux, alors déjà à leurs obligations réglementaires, mais aussi aux enjeux. Pourquoi, quel est l'intérêt et pourquoi est-ce qu'il est important que moi, gestionnaire de RP, je me rende accessible le plus possible. Et le troisième volet de la mission des ambassadeurs, après la sensibilisation et l'information réglementaire, c'est de valoriser et de faire savoir, d'informer sur l'accessibilité de ces ERP, et ça va passer par un travail de collecte via l'outil Accès Libre. Voilà. Ça va nous permettre, on l'espère, de densifier et de booster cette collecte pour les gestionnaires de RP qui disposent déjà de jeux de données ou qui souhaitent partager leurs données. Alors j'insiste aussi sur les acteurs publics qui disposent de jeux de données. Depuis 2016, ces acteurs ont l'obligation de partager ces données, de les rendre publiques, de les ouvrir, et ça passe par une publication sur DataGouv. Au niveau d'Accès Libre, ce qu'on propose, c'est des outils pour que cette ouverture et ce partage soient faits de façon méthodique. On a ainsi publié un schéma de données, donc c'est un schéma qui vient proposer un format de description de l'accessibilité des ERP. L'avantage, c'est que plus ce format est utilisé, plus on est nombreux à utiliser la même manière de décrire les ERP, et plus la réutilisation et le partage et la circulation de ces informations s'en retrouvent augmentés.
Et de l'autre côté, Accès Libre publie régulièrement ces jeux de données sur data.gouv afin, comme je vous le disais, de partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire avec tout le monde, les informations d'accessibilité recensées dans Accès Libre via la plateforme data.gouv.fr. Voilà, donc en un téléchargement, un tableau, les gens peuvent récupérer l'ensemble de la base de données Accès Libre et derrière réutiliser ces informations pour aller plus loin, pour aller faire du serviciel ou développer des applis qui vont permettre d'augmenter l'offre de services à destination du public. Voilà. Pour terminer, du coup, je réponds à la question. La DMA, qu'est-ce que c'est? C'est la délégation ministérielle à l'accessibilité. Donc, comme vous le voyez sur la slide, on fait partie du ministère de la Transition écologique. La DMA existe depuis 1999. Et à l'époque, existait encore le ministère de l'Équipement. Et donc, la DMA agit sur le périmètre de cet ancien gros ministère, c'est-à-dire l'accessibilité du cadre bâti, les ERP, les logements. Bientôt, en tout cas, on y travaille, les locaux de travail. Ça, c'est pour ma partie à moi, mais on travaille également sur la voirie, les espaces publics et enfin l'accessibilité des transports. Et j'en ai fini, Fabien. Très bien, merci Julia. Donc cette fois-ci, je vais me passer la parole à moi-même pour une première chose. Donc, on est tout à fait en ligne côté Make.org avec ce que vient de dire Julia. Les ambassadeurs et l'open data, ce sont des outils, des leviers qui peuvent faire une vraie différence dans le référencement et surtout dans la transformation, la mise en accessibilité des ERP. Pourquoi? Parce que cette visibilité des données, et surtout leur usage à caractère positif en développant des services pour les personnes en situation de handicap et autres personnes à mobilité réduite, vont forcément tirer les transformations parce que l'usage appelle la consommation et les ERP qui ne feraient pas venir les consommateurs chez eux, à un moment ou à un autre, voudraient y aller. Donc, nous, on souhaite, côté Make.org, on est en train de réfléchir à une grande mobilisation nationale, certainement à l'automne, autour des ambassadeurs et de l'open data pour mobiliser les citoyens, les associations et les entreprises pour réellement donner un coup d'accélérateur au recensement. Donc, ce sera dans une dimension positive, l'objectif étant de recenser l'ensemble des ERP accessibles dans une démarche positive, et par défaut, ceux qui ne seraient pas remontés seraient donc inaccessibles. Donc, on est en train de réfléchir, notamment avec APF, à la forme que pourrait prendre ce plan national. Vous en serez informés dans les semaines qui viennent, et évidemment, si on se lance, et on a très envie de se lancer là-dessus, on comptera sur vous ensuite pour diffuser cette mobilisation nationale. Voilà, je vais garder un petit peu la parole pour parler de deux actions pour lesquelles les porteurs n'ont pas pu être là. Donc, mon copilote, pour rappel, c'est comment on facilite le transport des personnes en situation de handicap ou personnes âgées d'ailleurs, en les accompagnant porte à porte. Donc notre volonté sur ce thème-là, c'est effectivement de multiplier fortement ces transports accompagnés. Donc mon copilote, on est en train de discuter avec Nantes pour tenter une expérimentation et on va lancer une étude d'optimisation de son modèle parce qu'elle a différentes cibles, que ce soit les établissements médico-sociaux, que ce soit les collectivités, que ce soit les transporteurs. Donc essayer de l'aider à optimiser son modèle d'offre pour pouvoir effectivement continuer à se déployer très largement. Deuxième action, donc ERP sans surprise, complètement dans le thème qu'évoquait Julia. Donc là, Sylvain, le dirigeant de J'accède, est en pleine réflexion justement sur comment je valorise mon savoir-faire, à savoir dans la remontée d'infos. Donc il est un peu plus large en termes de caractéristiques que ce qu'il y a dans l'open data. Il a une qualité de remontée d'informations sur l'activité des ERP qui est très bonne. Et puis aussi en développant et en valorisant son service d'usage, qui est cet outil d'identification des ERP auxquels je peux accéder. Donc on est en train de travailler là-dessus et en parallèle, bien sûr, il faut qu'il se connecte à l'open data. L'idée étant que dans le plan national, peut-être, on utilise aussi, en plus d'Accès Libre, notamment pour les entreprises, l'input de J'accède, mais évidemment, il faut qu'il soit connecté à l'open data d'ici là. Voilà pour ces deux actions qui vont effectivement
faire système avec ce qu'a présenté Julia et la mobilisation nationale qu'on veut lancer à l'automne. Sur l'accessibilité, il y a effectivement les ERP, mais il y a aussi la mobilité dans la rue, sur la voirie. Et donc là, c'est l'action Rue sans surprise. Donc, avec Streetco et Arthur, qui va prendre la parole après, on développe beaucoup de choses. Et en particulier, on est en discussion avec la ville d'Angers en ce moment, très active sur le champ de l'accessibilité et notamment de la mobilité, qui veut tenter une expérience avec Streetco. Donc, je vais passer la parole à M. Février, adjoint au maire, qui va nous dire quelques mots sur la politique d'Angers en termes d'accessibilité et de mobilité. Et ensuite, Arthur nous présentera un petit peu l'expérimentation à venir et ses derniers développements. À vous, M. Février. Bonjour. Oui, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Ouais, parfait. Alors, c'est Jacques-Olivier Martin, en fait, qui va commencer, qui est adjoint au maire d'Angers, à la voirie, au bâtiment et au stationnement, et qui doit être également là. Alors, Jacques-Olivier s'est connecté avec moi en lien, donc il n'y a pas deux Vincent Février, il n'y en a qu'un. Jacques-Olivier. Oui, merci Vincent. Voilà. Bonjour à tous. Merci Fabien pour cette invitation et à participer à ce temps d'échange, de réflexion, de témoignage. Alors, on prend la parole en binôme pour la ville d'Angers. Donc, je suis Jacques-Olivier Martin et je suis donc en effet adjoint à la voirie. Vincent va vous dire quelques mots ensuite. On voulait prendre ce temps en binôme pour vous dire que l'accessibilité dans la rue, c'est bien sûr pour les personnes à mobilité réduite, pour ceux qui sont en situation de handicap, mais c'est aussi pour tout le monde et pour n'importe qui. Et quand j'ai entendu tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin de données, on a besoin de collaboratifs, on a besoin d'être ensemble pour mieux travailler ce que nos espaces, ceux qui reçoivent du public, les bâtiments bien sûr, mais aussi tout ce qui fait rue, tout ce qui fait ville et tout ce qui fait que l'on est ensemble. Et on est bien dans une période aujourd'hui où on a envie de se retrouver. Hein. Les rues sont remplies aujourd'hui de personnes ravies de s'y retrouver. Et tout ça ne doit pas être un frein à la mobilité, à l'accessibilité pour tout le monde. Bien sûr, les personnes donc, à mobilité réduite, mais les personnes âgées, les enfants, les parents avec des poussettes, etc., etc. Et nous, ce qui nous a séduit dans l'offre de Streetco au travers de la fondation et de cette idée de la rue sans surprise soutenue par Make.org, c'est de tenter cette expérience de la collaboration pour que chacun se sente un peu responsable des autres, que ceux qui se déplacent plus facilement puissent donner un petit peu de temps, d'attention à ceux qui ont un peu plus de difficultés à se déplacer. Nous, on a une ville en pente, puisqu'on a une ville qui est traversée par une rivière, donc on est une ville coteau. D'un côté de la rivière, la pente est plus raide que de l'autre côté, mais tout cela, ça donne des situations qui sont par la géographie, mais aussi par l'urbanisation et par les situations de ce qui se passe dans la ville, les travaux, les animations, les installations. Tout cela crée des événements que l'on aimerait pouvoir... qu'on aimerait que les Angevins puissent s'approprier, informer au travers de leurs applis dans un outil qui aide les plus fragiles dans le cadre des déplacements. C'est en ce sens en particulier que Christophe Béchu, le maire d'Angers, a nommé Vincent Février, donc, et c'est pour ça que je vais lui transmettre la parole dans un court instant, dans quelques secondes. Christophe Béchu, donc le maire d'Angers, a nommé depuis quelques mois Vincent Février conseiller municipal délégué aux piétons. Il y a des délégations pour beaucoup de choses, évidemment pour la voirie, et on pense à tous les véhicules, petits, grands, les transports en commun. Il y a une délégation pour les déplacements en vélo et tous les modes doux. Et il nous a semblé évident, depuis que nous travaillons, depuis que nous avons été élus, parce que Vincent et moi partageons la même spécificité d'être de jeunes élus depuis les municipales de 2020. Il nous a semblé important, et on l'a remonté au maire qui nous a suivis, de trouver une personne qui ait une attention particulière à tous les piétons, parce que, in fine, qui que l'on soit, même les automobilistes ou même les utilisateurs de vélo, nous sommes tous
intégralement tous des piétons et donc avoir des rues qui soient accessibles pour tous est quelque chose de très important, d'où cette idée et cette expérimentation avec Streetco pour, dans un outil collaboratif, tenter l'aventure, que chacun y participe. Merci à vous. Merci pour la qualité des échanges d'ores et déjà, et j'imagine tous ceux qui vont avoir lieu au cours des prochaines minutes, prochaines heures. Et puis, Vincent, à toi. Merci, Jacques-Olivier. Tout le monde m'entend. Je n'ai pas trop d'accès visio, mais vous m'entendez. Je ne sais pas si vous me voyez, mais enfin, en tout cas, vous m'entendez. Je rejoins Jacques-Olivier sur les remerciements. Merci à mec.org de cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, Angers utilise ou j'allais dire, en tout cas, s'intéresse au sujet émergent des piétons, parce que c'est bien un sujet émergent. Et au fond, quelques mots peut-être pour expliquer, pour dire aussi pourquoi ce sujet émerge. Ce n'était pas le cas dans d'autres moments de la vie municipale, à Angers comme ailleurs. D'abord pour des raisons liées à la transition écologique, pour des raisons liées également au nouveau mode de déplacement. Vous avez vu, et on l'a tous constaté, une hausse de la part modale des déplacements en vélo. Et vous avez donc cette population qui est évidemment la plus nombreuse, la plus importante, tu l'as rappelé, Jacques-Olivier, parce que la mobilité piétonne, c'est le socle de toute mobilité. Eh bien, vous avez des piétons qui se sentent parfois légitimement dépossédés, inquiets, et qui sont en attente de réponses publiques sur le partage de cet espace public qui est la rue, et qui nécessite donc pour les collectivités, pour les élus, d'avoir une réflexion, d'avoir un regard particulier. Et au fond, en écoutant les différents échanges, j'avais, comme d'autres, j'imagine, en tête la loi de 2005 sur le handicap. La loi de 2005, qu'est-ce qu'elle nous disait en deux mots? Il y avait deux mots phares dans la loi, c'était les mots de compensation et les mots de solidarité. Et j'ai l'impression, en écoutant les piétons, puisque dans le cadre de la délégation, j'en rencontre un certain nombre, on a aujourd'hui des piétons qui sont vraiment en attente d'une forme de compensation, parce qu'il y a des collusions, il y a une concurrence sur le trottoir avec les nouveaux modes de déplacement, il y a des conflits d'usage, donc ils sont en attente là, de voir des systèmes, des politiques publiques se mettre en œuvre pour les aider dans leur parcours de piétons, et ils sont aussi en attente de solidarité, ce qui fait que nous nous intéressons également aux piétons. Alors, pour tout vous dire, on ne s'intéresse pas énormément, ce n'est pas notre première cible, aux piétons bien portants, solides, robustes, et qui finalement peut, lui, trouver ses propres solutions. On a un regard particulier sur ceux qu'on appelle les piétons vulnérables. Ça va des enfants qui vont à l'école, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux seniors également, dont on souhaite qu'ils puissent prolonger la marche le plus possible. Et pour prolonger la marche le plus possible, et on connaît les vertus en matière de santé, ce qui est aussi un sujet de politique publique important, eh bien, il faut qu'ils puissent trouver des cheminements doux, des cheminements piétonniers, des continuités piétonnes qui leur permettent de pouvoir intégrer à leur vie quotidienne ce déplacement doux. Donc, grosso modo, ce que je peux dire, et au fond, on a un certain nombre de politiques publiques sur le vivre ensemble. Vous savez que c'est quelque chose qu'on entend, qu'on utilise beaucoup dans notre société contemporaine. Mais l'enjeu ici, me semble-t-il, c'est vraiment d'installer une politique publique sur se déplacer ensemble. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on regarde avec précision, avec Jacques-Olivier, avec Claudette Daguin, notre collègue élu également à l'accessibilité, avec un regard également aussi un peu plus macro au sens du territoire, avec Corinne Bouchou, qui est vice-présidente à la mobilité dans le cadre de l'agglomération Angers-Loire Métropole. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'il y a cette convergence un petit peu entre mec.org, Streetco. J'espère qu'on pourra entendre Arthur, dont j'ai vu qu'il était présent dans la liste. Et voilà, je crois qu'on cherche à lui donner un micro ou une caméra. Et que cette convergence fait que dans ce projet effectivement de rue sans surprise, c'est-à-dire de création, de mise à disposition d'un GPS piéton,
c'est une partie, effectivement. En tout cas, c'est une action qui va pouvoir s'intégrer vertueusement dans notre réflexion en cours à Angers. Un mot pour dire où on en est. Jacques-Olivier l'a dit, on est effectivement intéressé. On en est encore à, j'allais dire, explorer techniquement. Voilà. Arthur va nous apporter quelques éléments, j'imagine. On se revoit prochainement, j'ai plus l'agenda en tête. La dimension collaborative nous intéresse, la dimension surtout de faisabilité et de simplicité. Je crois que c'est ça aussi qui nous importe. On voit tous ce que c'est un GPS. Un GPS piéton, c'est un peu plus particulier. Par où je vais pouvoir passer, par quel cheminement je vais pouvoir passer pour mettre en œuvre mon itinéraire, et surtout, est-ce que je vais pouvoir voir comment vont être prises en compte les incidences sur la voirie, les différents travaux, les nouveaux modes de déplacement dont je parlais qui parfois posent problème et créent des conflits d'usage qui sont importants. Je pense aux trottinettes sur les trottoirs. Ce n'est pas un petit sujet pour les piétons quand on regarde ça de près. Donc voilà un petit peu où on en est sur cette action qui nous intéresse, qui est en jachère, c'est-à-dire qui est en réflexion, et sur laquelle, effectivement, on attend bien que notre expérimentation puisse montrer une valeur ajoutée pour que les piétons puissent bien profiter de leur cheminement et se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Voilà ce que je pouvais vous apporter, Fabien. Très bien, merci messieurs. Donc, je passe la parole sans transition à Arthur qui va nous effectivement redire 2 mots sur l'expérimentation et puis nous faire une petite overview de ces nombreux développements ces derniers mois. À toi, Arthur. Oui, bonjour Fabien, bonjour à tous et Vincent, et merci beaucoup pour Olivier, merci beaucoup pour l'introduction. On est vraiment hyper content de pouvoir travailler avec Angers. Arthur, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis désolée, il y a un souci de son, on vous entend très mal. Peut-être qu'il faudrait enlever, il n'y a pas un micro sur votre ordinateur, enlever les AirPods. Le son saute en fait, on n'arrive pas à comprendre. Ouais, je vais couper ça. Souci technique, peut-être vous pouvez essayer de vous déconnecter et reconnecter sur le Zoom. On ne vous entend plus du tout pour le coup. Alors, on laisse 15 secondes et sinon, on va passer aux 2 actions emploi et on reviendra si on a le temps sur les éléments d'Arthur. Alors, Irénée, prépare-toi. Nous glissons sur l'emploi en attendant qu'Arthur se reconnecte. Donc, l'emploi, effectivement, sous 2 axes. L'axe PME, TPE, sensibiliser les dirigeants et les managements pour favoriser l'inclusion et pour améliorer les conditions de travail pour les personnes qui sont déjà en poste. Et 2, améliorer le process de recrutement, favoriser le matching entre les offres et les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un travail initié avec Le Bon Coin, une vraie volonté du Bon Coin, pour transformer un peu le process, l'améliorer, et idéalement, dans un monde meilleur, un jour, tout le monde fera comme Le Bon Coin, et les processus de recrutement seront totalement inclusifs. Donc, je passe la parole à Irénée pour nous rappeler un peu la genèse de cette action, la forme que ça prendra et les perspectives dans les mois à venir. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, Make.org et Le Bon Coin, on va dire, on s'est associés. Je voudrais juste faire un petit rappel. Bon, déjà, je ne me suis pas présenté, mais du coup, je m'appelle Irénée et je suis responsable du marketing stratégique sur l'emploi. Nous, chez Le Bon Coin, on se donne pour mission de donner à chaque utilisateur le pouvoir de mieux vivre au quotidien
Et donc, sur l'emploi, on a pour véritable objectif de devenir un site de préférence pour les Français pour trouver un emploi. Alors évidemment, ça c'est dans le cadre qui nous intéresse, mais aussi se former et encore se reconvertir. Donc ça, c'est vraiment notre ambition et notre mission qu'on se donne. Et donc, cette belle mission implique qu'on puisse répondre aux besoins et aux demandes de tous nos utilisateurs en prenant en compte qu'aujourd'hui, ils sont quasiment 30 millions. Donc, il y a quasiment un Français sur deux qui vient sur Le Bon Coin. Et parmi ces 30 millions de visiteurs uniques, eh bien, on trouve évidemment des personnes en situation de handicap. Et donc, on doit servir du mieux qu'on puisse le faire. Ainsi, c'est devenu un peu une évidence pour nous de nous associer avec Make.org et suite à leur sollicitation, on va dire, on a voulu un petit peu améliorer, et même pas un petit peu, c'est complètement améliorer la visibilité des offres pour les personnes en situation de handicap et plus loin que cette visibilité, leur permettre en fait de se sentir un petit peu plus inclus dans chacune des offres, de se projeter dans le métier dans lequel ils vont travailler dans le futur et aider aussi, d'un autre côté, les entreprises à intégrer cette notion de handicap dans leurs offres d'emploi. Donc, voilà, permettre aux personnes en situation de handicap de trouver des offres d'emploi qui leur correspondent. Ça, c'est vraiment notre objectif qu'on s'est fixé en commun avec Make.org. Et donc, très concrètement, ça passe par, on va dire, 3 étapes principales. La première, c'est la sensibilisation et l'accompagnement. Cette sensibilisation et cet accompagnement, il se fait directement sur le site. Et donc, c'est accompagner les recruteurs lors de leur volonté de recruter sur Le Bon Coin. Bien les accompagner et leur dire, leur faire bien comprendre que voilà, il faut intégrer les personnes en situation de handicap dans ce processus. Le deuxième élément, c'est la pédagogie, donc qui se rapproche de l'accompagnement, mais qui est un peu différent. Concrètement, encore une fois, ça passera par un livre blanc qu'on va faire avec tous les experts que vous pouvez voir juste au-dessus de la frise qui nous aident. Du coup, et qui vont nous aider à construire ce fameux livre blanc et qui nous aide à construire tout le dispositif au global. Et enfin, le dernier objectif, c'est la communication, faire en sorte que les entreprises communiquent sur, sur cette ouverture forte qu'ils vont faire pour les personnes en situation de handicap. Cette communication, elle est très importante parce qu'elle permet donc du coup de se faire connaître. Et elle va être massive puisqu'on va utiliser Le Bon Coin comme levier de résonance de cette communication. Donc voilà les 3, on va dire, axes qu'on souhaite prendre avec Make.org et Le Bon Coin Emploi. Et donc la troisième partie de ma présentation est plus liée aux prochaines étapes et aux vrais concrets que vous pouvez voir sur la frise juste en dessous, où on va commencer, on espère, pour le 4e trimestre de cette année 2021, des premiers développements sur le site et un début, on va dire, une ébauche de ce livre blanc qu'on souhaite développer. On a déjà mis en place sur le volet communication des premières on va dire, on a proposé des offres publicitaires à nos clients qui sont aussi nos partenaires et qui ont très fortement parlé en tant qu'acteurs engagés de leurs offres d'emploi pour personnes en situation de handicap. Donc, on a déjà des premières actions qui ont été mises en œuvre et le plus beau et le plus long reste à venir dans les prochains mois. Donc, voilà pour Le Bon Coin Emploi. Très bien. Merci Irénée, merci au Bon Coin de nous offrir ce terrain d'optimisation très important. Je ne sais pas si Arthur, on refait un petit test. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? C'est beaucoup mieux, Arthur, vas-y. Ok, super. Super. Et bien, du coup, donc je disais, Vincent et Jacques-Olivier, merci beaucoup pour l'introduction.
Donc Streetco, rapidement, oui, c'est l'objectif, c'est de proposer un itinéraire adapté et sans obstacle à tous les piétons. C'est une application gratuite, mais évidemment, c'est une ambition qu'on peut pas faire tout seul. C'est quelque chose avec lesquels on doit travailler avec les villes, parce que évidemment, c'est des acteurs, c'est elles qui s'occupent de la voirie. Et on veut aider tous les habitants d'Angers à pouvoir se déplacer plus facilement. Et ça va passer à travers deux outils. Ça va passer à travers un outil de collecte de données, donc via l'application Streetco, mais aussi via des challenges qu'on organise avec des entreprises, avec des associations, avec des écoles. L'objectif du challenge, ça va être de mobiliser des salariés, des citoyens pour signaler pendant 2-3 semaines un maximum d'obstacles et de lieux accessibles sur l'application Streetco. Et ensuite, on a développé des logiciels qui vont pouvoir s'intégrer dans les outils de la ville, donc via des API ou via des liens web qui vont permettre à la ville d'avoir accès à toutes ces données pour lui permettre d'améliorer concrètement sa voirie et aussi de proposer donc un service d'itinéraire adapté et accessible à tous ses habitants. Voilà. Et on va aussi expérimenter avec la ville d'Angers le troisième sujet qui est pour nous l'animation de notre communauté. L'enjeu de collecte de la donnée, c'est essentiel dans notre activité. Et donc en 2020 et on continue en 2021, on a développé de l'intelligence artificielle pour permettre de détecter des obstacles dans la rue beaucoup plus facilement, de pouvoir diviser de 10 à 20 fois le temps de collecte de données. Et donc, c'est cette technologie aussi qu'on va expérimenter sur la ville d'Angers. Notamment, on va être capable de détecter la présence de trottinettes gênantes et on va voir si on peut aussi, pourquoi pas, travailler avec Ponybike, qui est un des acteurs de la mobilité des vélos et des trottinettes en libre service sur la ville d'Angers, pour voir comment, en fait, on peut les aider, on peut les alerter sur la présence de trottinettes gênantes pour qu'ils puissent réagir encore mieux et encore plus rapidement sur la voirie. Et l'intérêt, comme disait Vincent Février avant, c'est de faciliter les déplacements des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite, évidemment, mais finalement de tous les piétons. Parce qu'on se déplace tous à pied, on se déplace tous de plus en plus à pied dans nos villes. Et donc, nous, l'objectif, ça va être vraiment de favoriser la mobilité de tous les piétons sur la ville d'Angers. Et sinon, rapidement, un petit point aussi avec Make et Streetco. Nous, donc, ça va faire un peu plus de 6 mois qu'on est accompagné par Make. C'est une expérience incroyable. On a pu répondre à énormément de concours, énormément d'appels à projets en partenariat avec Make. En ce moment, on est accompagné par l'école Éthique qui réalise une étude de marché pour nous et une étude de positionnement marketing justement pour réfléchir à quels stimuli on va pouvoir utiliser pour mobiliser notre communauté, comment parler à nos utilisateurs, comment parler à nos contributeurs pour qu'ils aient envie d'être encore plus actifs. On a du mécénat de compétences aussi en UX design pour améliorer toujours l'ergonomie, l'interface de notre application. Et en plus, on va être accompagné par Acetal sur la performance de notre calculateur d'itinéraire. Donc là, c'est très technique. C'est comment on va travailler notre code pour que notre application soit encore plus performante. Et donc voilà, je vais terminer sur nos 3 enjeux. Donc c'est continuer à rendre notre application accessible, la rendre accessible à tous les types de handicap et notamment à la déficience visuelle, pour que tout le monde puisse bénéficier des itinéraires adaptés, quelle que soit sa ville, quel que soit son handicap. Le deuxième sujet, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la mobilisation de la communauté. Quels stimuli, quels arguments, quels mots utiliser pour mobiliser notre communauté et comment simplifier la collecte de ces données, notamment grâce à la technologie et l'intelligence artificielle. Et enfin, continuer à accélérer notre déploiement et justement cette collecte de données. On a les outils, on a une excellente dynamique qu'on a pu créer et que Make nous a aidé aussi à créer avec extrêmement de bonnes nouvelles qui tombent quasiment tous les mois. Donc voilà, on veut vraiment continuer à accélérer sur ce sujet phare et de la remontée d'informations et l'expérimentation avec la ville d'Angers d'ici la fin de l'année. Fabien, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Il ne veut pas que vous m'entendez? Ouais. J'ai un problème d'administrateur qui m'a coupé ma caméra, donc on va finir. Ah si, ça revient. Start my video. Il ne veut pas. Il veut.
Oui, donc on va finir presque à l'heure avec la dernière action. Donc on revient sur l'emploi. Donc l'action TPE inclusive et numérique pour tous qui vise à sensibiliser 1000 TPE et PME, et on espère plus, au handicap à ses différentes formes pour rendre les structures plus accueillantes et plus accessibles. Ici, on combine ça avec l'action d'employabilité. On développera l'emploi des PSH dans les PME. Voilà, donc je passe la parole à Philippe Trotton, directeur accessibilité chez Microsoft, qui est porteur de l'action et qui va nous faire un petit point sur cette action et sur son déploiement à l'automne. Oui, merci beaucoup Fabien. Alors, je vais juste vous partager mon support rapidement. Oui, donc le constat de départ en fait dans notre axe, c'est que les grandes entreprises aujourd'hui sont très bien organisées en fait autour de l'emploi, puisque la plupart du temps elles ont des missions handicap et donc elles sont à même quelque part de pouvoir faire les actions en fait de recrutement ou d'adaptation en fait d'environnement auprès des collaborateurs. Par contre, on constate quelque part que c'est pas du tout le cas en fait dans le cadre des TPE ou des PME, et c'est un axe dans lequel, en définitive, il y a un très très grand volume d'activités possibles pour des personnes en situation de handicap. Donc en fait, les enjeux et les objectifs que l'on a sur notre axe, c'est principalement de créer des contenus gratuits qui ont plusieurs axes. Un premier axe qui est de sensibiliser les dirigeants de ces TPE, PME autour des différentes formes de handicap et autour finalement des possibilités d'emploi grâce aux adaptations qu'ils pourraient mettre en œuvre. Ne pas avoir peur, par exemple, d'adapter aussi les processus de recrutement, etc. Donc, c'est donner toute cette information autour des possibilités d'emploi pour ces TPE et PME. La mise en accessibilité de leurs outils digitaux, c'est-à-dire on va leur mettre à disposition des modules pour pouvoir faciliter en fait cette mise en accessibilité, parce que c'est pas le tout d'employer une personne, mais derrière il faut lui donner les outils pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sinon on met la personne directement en échec. Et puis le dernier axe, c'est aussi de fournir aux collaborateurs de ces TPE-PME des informations, des éléments pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Alors, c'est passé par, on s'est dit finalement, on a finalement deux parties différentes qui sont petit 1, la sensibilisation avec la création de MOOC, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais la création de modules de formation déjà de sensibilisation. C'est quoi les bonnes raisons pour s'y intéresser, de quoi parle-t-on quand on parle du handicap au travail? Et puis ensuite, un vrai passage à l'action qui est décomposé en deux. Donc, la partie processus ressources humaines pour les dirigeants, et puis une partie outils numériques avec des formations spécifiques par typologie de handicap, parce qu'on se rend compte qu'en définitive, bien souvent, le dirigeant ou la personne des ressources humaines qui va recruter n'a pas forcément une capacité forte à identifier les difficultés pour une personne qu'elle va recevoir, et elle a besoin de se préparer, et donc elle a besoin de savoir en définitive pour cette forme de handicap spécifique quels pourraient être les bons outils. Donc c'est pour pouvoir mettre à disposition ces cours, on s'est rapproché d'un site qui est Ma PME numérique, qui contient déjà un certain nombre de MOOC gratuits qui a vu le jour avec la crise Covid, pour pouvoir permettre aux PME et aux TPE d'utiliser au mieux le numérique pour se développer et pour continuer leur activité. Donc, on a prévu en fait de déployer en fait ces cours sur cette plateforme. Et la première action qu'on a menée et qui a déjà été réalisée, c'est de s'assurer finalement que cette plateforme Ma PME numérique était bien accessible. Donc, on a travaillé avec les personnes en charge de la plateforme pour améliorer l'accessibilité de la plateforme. Donc, ça a déjà été fait. On s'est assuré aussi qu'ils étaient prêts à recevoir nos modules de formation. Et on a commencé à travailler donc avec Boots2Know, donc qui est une agence adaptée aux sensibilisations en entreprise autour du handicap, autour des problématiques de handicap. On a travaillé sur la structuration des modules de formation, donc ce qui a été fait. Et puis on a commencé à créer les premières vidéos de formation sur voilà, ces sensibilisations dans un premier temps. Ce qui reste à faire, donc on a un certain nombre de vidéos et on a prévu de les terminer d'ici le mois de juillet, donc d'ici un mois et demi, on va dire.
On ne voulait pas produire, on ne voulait pas publier ces vidéos avant l'été, parce que pendant la période de l'été, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose en France. Et donc, on s'est dit, on va déployer en fait ça dès le mois de septembre. Et puis, on va commencer à essayer de relayer, à communiquer un maximum sur les réseaux sociaux, à travers aussi la SEEPH en novembre prochain, de façon à pouvoir attirer un maximum de PME sur cette plateforme, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier en fait de ces modules gratuits. Et on espère que ça générera un maximum d'emplois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Fabien ? Merci Philippe. Oui, excusez-moi, on n'a plus le bouton. Merci Philippe, merci à tous les intervenants. On a fini de passer en revue toutes nos actions. Quelques mots de conclusion rapides. Donc, comme vous l'avez vu, on est vraiment là au milieu du gué, avec la fin de conception d'actions d'innovation assez fortes. Il nous reste quelques financements à trouver, notamment pour Ensemble à l'école et évidemment pour la nouvelle action au sein de la gendarmerie. Et les premiers déploiements vont commencer effectivement à arriver à l'automne avec TPE Inclusive, avec les ambassadeurs de l'accessibilité. Voilà, donc quand on se reverra juste avant Noël, je pense, nous vous parlerons des premiers impacts que nous aurons eus. Et puis, les actions les plus innovantes qu'on aura conçues seront prêtes à démonstration. Donc, vous verrez tourner ces nouveaux contenus. Et puis, évidemment, le plan de communication pour 2022, le plan de déploiement, les stratégies de mesure d'impact seront finalisées et on sera vraiment là dans la préparation de l'impact et encore de l'impact. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je ne sais pas maintenant s'il y avait des questions. C'est moi maintenant. Ah oui, pardon Estelle. Non, je t'en prie. Effectivement, comme le disait Fabien, il faut bien avoir en tête qu'une grande cause, c'est un programme de 3 ans. Donc, nous avons jusqu'à octobre 2022 pour mettre en place toutes ces actions. Donc, évidemment, hein, vous pouvez encore monter à bord, apporter de l'aide. Si vous voyez des choses à faire en complément, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des actus, parce que, évidemment, une grande cause, au-delà du plan d'action, c'est un soutien à l'ensemble de la communauté. Nous essayons de relayer au maximum vos actualités. Nous essayons aussi de rebondir sur des opportunités. Et donc, par exemple, je vais vous présenter maintenant une action typique d'une opportunité sur laquelle nous avons été sollicités. Mathilde, si tu veux bien changer. Voilà, c'est la charte de l'accessibilité numérique. Alors, en fait, le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, nous a sollicité, nous et Démocratie ouverte, donc des Civic Tech, pour promouvoir l'accessibilité numérique à travers une charte. En fait, à l'occasion du grand débat, malheureusement, on a constaté que la plateforme n'était pas accessible à tous. Et c'est totalement injuste. Effectivement, il est temps de s'en occuper. Donc, on a constitué un groupe de travail avec le CNCPH et d'autres Civic Tech pour élaborer cette charte. Le travail est en cours et l'idée, c'est de signer cette charte lors des journées d'été du CNCPH les 6, 7 et 8 juillet. Donc, voilà, nous sommes à l'œuvre. C'est un exemple d'une action complémentaire sur laquelle nous travaillons et qui vient compléter le plan d'action. Je voudrais aussi vous dire que nous avons des partenariats auxquels vous pouvez bénéficier. Donc, par exemple, nous avons un partenariat avec Vendredi qui permet de démultiplier l'impact pour les associations et les bénéficiaires. Donc, très concrètement, vous êtes une association, vous avez des missions autour de projets concernant le handicap. Vous pouvez déposer ces missions sur la plateforme et avoir des bénévoles, des salariés d'entreprise qui viennent vous aider sous forme de mécénat de compétences. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi engager vos salariés sur ces actions.
Et ce sont des actions qui vont être aussi bien les actions du plan d'action que des actions concernant le handicap et déposées par les associations. Deuxième projet et deuxième partenariat dont vous pouvez bénéficier, c'est le partenariat avec Disaster Ready. Donc là, il s'agit d'une plateforme de formation, d'apprentissage en ligne, et il y a énormément de contenus faits par des professionnels, donc des contenus qualitatifs à destination du milieu associatif. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme pour bénéficier de ces programmes. Voilà. Dernière chose, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires fondateurs encore qui nous permettent encore de faire vivre cette grande cause. Donc, Clésia, l'AGFIP et CCAH. Et puis, je voudrais aussi citer et remercier les partenaires qui viennent spécifiquement sur les projets d'action. Donc, vous avez entendu aujourd'hui Microsoft sur TPE inclusive et numérique pour tous. Donc, merci à vous. Mais nous avons aussi la Fondation NJ, qui est une fondation qui est très proche de Make, qui nous aide aussi bien sur la grande cause culture que sur cette grande cause handicap, et en particulier qui est à nos côtés sur le programme e-learning. Et puis aussi, par exemple, l'Agir Carco, qui nous soutient sur Entreprise pour les aidants. Donc, merci à tous ces partenaires sans qui rien ne serait possible. Je voudrais maintenant passer aux questions avant de conclure. Donc, nous avons une question pour Julia Zucker sur l'action Mission Accessibilité. On vous demande, Julia, si les ambassadeurs vont aussi visiter les associations recevant du public. Oui, alors, pour les ambassadeurs de l'accessibilité, on est dans un dispositif un peu particulier puisqu'il s'agit d'une initiative nationale, c'est-à-dire que c'est le ministère de la Transition écologique qui est à l'initiative de cette mission et qui a travaillé avec l'Agence du service civique à l'élaboration de cette mission, à la rédaction de la fiche de mission, à la validation, à l'obtention d'un agrément pour pouvoir la mener à bien. Cet agrément, il est mis à la disposition dans un second temps des collectivités, puisque ce sont les collectivités qui constituent le maillon le plus pertinent pour encadrer ces jeunes, les accueillir, étant donné qu'on est face à le maillon administratif le plus proche du terrain et le plus en contact avec les acteurs de terrain que peuvent constituer les gestionnaires de RP. Il y a donc un cœur de mission dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il peut être complété par les collectivités recruteuses afin qu'elles puissent s'ajuster à leur stratégie, leur territoire, les actions qu'elles peuvent mener de façon durable ou de façon ponctuelle au moment des actions des ambassadeurs. Et dans ce cadre-là, par exemple, les jeunes en service civique peuvent être tout à fait, au-delà d'être en contact ou de visiter des associations, pourquoi pas qu'il y ait un partenariat d'encadrement entre la ville et des associations, une ou plusieurs associations locales, qui accueilleraient pendant le temps de la mission, les jeunes, à raison peut-être, je sais pas, d'une demi-journée ou d'une journée par semaine, afin de sensibiliser les jeunes à leurs problématiques, aux actions qu'elles mettent en place et surtout partager ces actions avec ces jeunes, puisque l'objectif, c'est que ces jeunes engrangent des connaissances, des expériences et en ressortent plus riches et grandis. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, merci Julia. Je voudrais aussi rappeler que, parce qu'on a des questions à ce sujet, que les actions que l'on n'a pas présentées aujourd'hui comme handiartistes, cela ne veut pas dire que ces actions sont abandonnées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas suffisamment avancé par rapport à la précédente réunion pour que ça justifie de vous en parler aujourd'hui. Mais on continue, par exemple, sur handiartistes, à chercher du financement, à chercher une marque sponsor pour faire vivre ce programme.
Voilà, c'était important de le rappeler. Et puis, je voudrais conclure en remerciant tous les participants, tous les intervenants de ce jour pour les interventions extrêmement pertinentes, pour leur soutien surtout et leur engagement dans les actions. Je voudrais vous remercier tous d'avoir suivi jusqu'au bout ce programme.